Voilà pour ce documentaire signé Katia Maxime. Bonsoir, merci d'être avec nous Katia. À vos côtés, Patrick Doutreling, bonsoir, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. À ma gauche, Aline Archambault, bienvenue, vous êtes sénatrice de Seine-Saint-Denis, groupe Europe Écologie Les Verts. Et vous avez remis il y a quelques mois un rapport au Premier ministre sur l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. À vos côtés, Stéphane Rulac, bonsoir, vous êtes docteur en anthropologie, responsable du pôle recherche de BUC Ressources. Bienvenue à tous. Alors Katia, c'était votre premier documentaire en tant que réalisatrice. Pourquoi ce sujet, les femmes à la rue? En fait, c'était un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Sur les sans-abri en général. Et il se trouve que j'ai lu différents ouvrages et rapports qui ont fait que j'ai axé ce documentaire sur les femmes parce qu'il y a des problématiques qui leur sont propres. Et surtout, ce qui m'intéressait à travers ce documentaire, c'était de parler de ces invisibles. C'est-à-dire qu'on parle très peu des sans-abri, ou alors quand il commence à faire froid simplement, et encore moins des femmes, parce qu'on les voit encore moins. Elles sont encore moins visibles. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et justement, comment vous les avez rencontrées, ces femmes ? Alors ça dépend, en général c'est des associations, donc notamment la Protection civile de Paris qui m'a mis en relation avec Christine dans le film, dans mes déambulations dans la rue, en m'arrêtant, en discutant avec elle, et également avec des maraudeurs qui m'ont accompagnée vers celles qu'ils aidaient en fait. C'était difficile de convaincre ces femmes de parler d'elles surtout. On sent quand on regarde le documentaire que c'est difficile de revenir sur son passé, sur son histoire. En fait, ça dépend. Chacune avec sa personnalité. Certaines, ça s'est fait assez facilement, toujours sans caméra au départ. C'est ma façon de travailler. En fait, on a discuté beaucoup ensemble, et quand elles se sentaient prêtes, on revenait avec une caméra. Certaines avaient quelques réticences, parfois pas envie de parler certains jours, donc on revenait un autre jour, voilà. Mais dans l'ensemble, elles m'ont fait confiance, et ça s'est plutôt bien passé. Alors tout à l'heure, Colette Chauvin, que vous avez suivie, qu'on vient de voir dans le documentaire, nous rejoindra. Comment vont les autres femmes que vous avez suivies? Je pense à Christine d'abord, puisque le documentaire se termine sur un doute, une interrogation. Christine, j'ai eu des nouvelles assez récemment de la Protection civile de Paris qui la suivait depuis un moment, et elle est hébergée visiblement dans un studio près de son frère qui habite en Charente, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu sans doute une réconciliation. Visiblement. Ouais. Donc ça c'est une bonne chose. En tout cas elle est à l'abri, donc voilà, en ces temps froids c'est quand même une bonne nouvelle. Colette elle vous dira elle-même où elle en est. Exactement. Et après concernant Catherine, c'est un peu difficile. Elle vit toujours dans une chambre de bonne. Son travail, voilà, c'est un petit boulot. Elle aimerait vraiment retrouver un vrai poste. Ouais. Et Maria Fernanda, c'est compliqué aussi. Actuellement, elle est hébergée, mais c'est une sorte de colocation, et elle a beaucoup de mal à se faire à cette vie à plusieurs et à retrouver une vie un peu plus normale, on va dire. C'est assez compliqué. Vos réactions sur ce documentaire, tous? Peut-être Aline Archambault? Moi, je voulais féliciter la réalisatrice. Je trouve que ce documentaire est très fort. Je pense qu'il peut être très utile également. Et il me paraît très juste parce que, il y a deux éléments notamment qui me frappent. C'est qu'on voit très bien qu'il faut sortir des caricatures selon lesquelles les personnes SDF seraient très marginales, complètement passives et très peu finalement. On voit que les personnes qui sont là, les 4 femmes et un homme également, sont vraiment des victimes d'une crise sociale très large. Quand on voit leur parcours, moi, je connais en Seine-Saint-Denis, enfin on en connaît tous, des gens qui sont salariés et qui dorment dans les voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a massivement un phénomène massif de crise, et c'est vrai qu'environ 150 000 personnes à la rue. Dans ces gens, on voit très bien l'une des personnes, ces personnes étaient toutes intégrées, comme on dit, dans la société. L'une d'elles, si j'ai bien entendu, était directrice de crèche. Les autres avaient des familles, et on voit comment, à partir d'un accident, soit un accident
je pense, d'automobile, enfin je ne sais pas, soit un divorce, une séparation, un enfant qui est mort, une dépression nerveuse, des accidents de la ville. La société est tellement violente aujourd'hui, tellement inégalitaire, que c'est la spirale infernale, et vous le montrez bien. Et l'autre élément qui est aussi, je crois, qu'il est important de montrer, c'est que toutes ces femmes, et l'homme aussi qui est là, sont non seulement dignes, mais elles sont prêtes à rebondir, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un tout petit espace, une main tendue, elles la saisissent, quoi. Et on voit très bien qu'elles sont prêtes à repartir. Et je pense que ça doit d'abord nous donner de l'espoir. Et je pense qu'il faut montrer ces figures-là. Elles sont très fortes. Patrick Doutreling. Oui, je trouve aussi que ce film est très très touchant, très poignant, parce que il montre une facette de la rue que les gens ne connaissent pas. Et c'est un peu le clip que la Fondation a sorti récemment, c'est-à-dire on n'imagine pas que les gens avaient un passé. Donc on pense que c'est une génération spontanée qui est à la rue depuis toujours, et on s'imagine pas qu'ils ont eu une vie. Alors ces 4 personnes, ce qui est intéressant, c'est que c'est même, j'allais dire, paradoxal. Elles ont vraiment eu une vie sociale et professionnelle importante, et il y a cet effet de bascule lié à la crise, comme l'explique très bien Madame la sénatrice. Je pense que c'est une vision qui est tout à fait intéressante, révélatrice. Elle n'est pas complète, parce qu'il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus déstructurés, il y a des gens qui sont beaucoup plus en difficulté et qui n'auraient pas eu ce message aussi fort, et d'espoir et de capacité de rebondir, parce que ils sont tellement loin qu'il faut quand même leur tendre la main, et ça je suis d'accord, mais ce serait faux de croire que c'est juste une typologie comme celle-là. Elle existe. Elle est nouvelle sur le trottoir, c'est le cas de le dire, mais elle est importante et il faut la révéler. Et vous, Stéphane Rolac? Alors je m'associe à tout ce qui vient d'être dit. Je vais peut-être apporter quelques précisions d'un point de vue plus scientifique. D'abord par rapport au terme. Les personnes qui ont été rencontrées, du point de vue de l'INSEE, ne sont pas des sans-domicile. Les sans-domicile sont toutes les personnes qui rencontrent un problème avec l'hébergement ou le logement. Ils sont près de 150 000 en France. Les personnes qui vivent dans la rue au quotidien sont considérées comme des sans-abri. Et il y en aurait 33 000 à peu près, dont 20% de femmes. Donc une frange minoritaire de cette population. Ensuite, je voudrais aussi apporter une précision par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ces personnes seraient invisibles. En fait, par rapport à la population sans-abri, elles font partie des personnes visibles, au contraire. Il suffit d'aller sur le trottoir et de les rencontrer. Il y a des gens sans-abri qui sont vraiment invisibles. Alors tout d'abord, des gens qui se cachent. Autour du périphérique de Paris, par exemple, il y a des villages, des bidonvilles, qui sont bien cachés. Et puis, il y a des gens qui sont aussi sans-abri, qui vivent aussi dans la rue, mais qui ne se voient pas, c'est-à-dire par rapport à leur façon de s'habiller, etc., etc., leur stratégie, c'est d'être comme tout le monde. Donc on ne les repère pas dans l'espace public alors qu'ils vivent dans l'espace public. Donc il n'y a pas que cette population-là dans la rue, il y a aussi d'autres populations, mais qu'on ne voit pas forcément et qui sont pour le coup là, vraiment invisibles. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans la fréquentation de la rue ? Si vous voulez, l'image du clochard ou du sans-abri traditionnel qu'on connaissait il y a 25 ans, elle persiste. Ils existent encore, mais au niveau quantitatif, ils ont été totalement remplacés par, j'allais dire, une nouvelle génération de gens de cette forme-là de difficultés, qui rencontrent de telles difficultés. Évidemment, on rencontre trois grandes catégories de publics nouveaux. Les femmes. Là, on le voit très fortement dans ce film, mais on pourrait voir aussi les femmes seules avec enfants, ce qui est un peu dramatique, parce que on a été un pays qui très dramatique. Ouais. Non, je voulais pas le nuancer. Je voulais simplement dire que la France a été sûrement un des pays qui a les premiers protégé l'enfant, et que c'était une valeur fondamentale de la République. Et si on est en train de lâcher cette valeur, alors notre République ne va pas bien. Le deuxième, ce qui est un phénomène nouveau, c'est les personnes âgées qui étaient dans les pauvres. René Lenoir, quand il écrit son livre Les Exclus en 1974, parle de 3 catégories, dont les personnes âgées. Et on peut dire qu'il y a eu une période de 1974 à 2004 où ils sont sortis pour la plupart de la pauvreté et de l'exclusion. Et là, ils sont en train d'y revenir, parce que ceux qui arrivent à la retraite aujourd'hui ont connu les crises, bien sûr, de l'emploi. Ils ont connu des périodes de chômage. Donc même quand ils touchent une retraite, elle est tellement faible qu'ils sont dans l'incapacité de payer le loyer, nourriture,
nourriture, vêture. Et évidemment, je ne parle même pas de loisirs ou autres. Et troisième catégorie qui est aussi très problématique, c'est bien sûr les jeunes. On a toujours eu des jeunes en séparation familiale, en coupure, en crise, etc., ou des jeunes routards. Là, on a des jeunes qui seraient normalement insérés et totalement insérables. C'est-à-dire, ils ont même du travail. C'est ce qu'expliquait l'ethnologue ici présent, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Stéphane, excusez-moi. Mais qui ont du travail. Mais ce qu'on leur propose entre un demi-SMIC, un salaire de stagiaire ou un CDD ou un intérim ne leur permettent pas de vivre autonome. Et donc, phénomène nouveau, aujourd'hui, le logement ne permet pas de sortir de la pauvreté. Le travail ne permet pas de sortir de la pauvreté, alors que depuis 150 ans, depuis 1850, en gros, une fois qu'on avait le travail, on sortait de la pauvreté. C'est la base du contrat social qui est remise en cause. Absolument. Ce qui a changé, je crois, c'est en effet le caractère massif de la crise. On connaît les chiffres, 8 700 000 personnes vivent en France, ce sont les chiffres de l'INSEE, avec moins de 790 € par mois. Vous avez 3 600 000 personnes qui sont mal logées, qui cherchent un logement, enfin qui sont dans des logements insalubres ou beaucoup trop petits. Et c'est vrai que vous avez, enfin c'est en tout cas les chiffres que j'ai trouvés aussi à l'INSEE, une personne SDF sur 4 qui a un emploi, qui travaillent, et c'est ces personnes qu'on ne voit pas parce que évidemment ça doit être très compliqué. D'ailleurs, il faut qu'elles ne peuvent pas dire, il faut qu'elles paraissent alors qu'elles n'ont pas de logement. Et ce qui m'a frappé dans l'étude, dans le rapport auquel j'ai travaillé et les auditions que j'ai faites sur les inégalités d'accès à la santé, c'est qu'on voit très bien que tout se cumule forcément. Quand on n'a pas de logement, on voit les problèmes de santé, ou quand on a des problèmes de santé, on perd son logement, ça marche dans les deux sens, mais on a plein d'autres difficultés, transport, etc., etc. C'est-à-dire que toutes les exclusions se cumulent. Hein. Je voudrais qu'on revienne à la problématique des femmes. Vous parliez tout à l'heure, Aline Archambault, dans le documentaire, on sent une détermination des femmes avec cette préparation quand même à la réinsertion. C'est-à-dire qu'elles ont à l'esprit que c'est possible. C'est une différence entre les femmes et les hommes que vous pouvez côtoyer, par exemple, à la Fondation ? Non, pas spécifiquement. S'il y avait une différence, c'est d'abord les problèmes d'addiction, même s'ils existent, ils sont quand même moins forts chez les femmes que chez les hommes. Donc ça aide beaucoup dans la présentation, dans le fait. En plus, elles ont ce souci, pour une bonne partie d'entre eux, de rester féminines. C'est très fort dans le film, l'hygiène, etc. Alors qu'une partie des hommes qui se désocialisent, à un moment donné, il y a une distanciation avec cette physionomie, ce bien paraître en dehors de ceux qui travaillent, mais il y en a qui décrochent. Et donc, on peut estimer que la grande exclusion, donc le sans-abrisme très très dur, il y a évidemment, il y a aussi des éléments féminins, mais elles sont moins nombreuses, y compris que les 20% dont parlait Stéphane. C'est réel en termes de place, mais la grande exclusion, elles en sont un tout petit peu épargnées, et parce qu'elles ont de la volonté, ce qui est évident, mais aussi parce qu'il y a tout un dispositif qui les protège. Stéphane Ollac. Alors, si vous me permettez, je voudrais bien revenir à la question d'avant. Il va falloir quand même qu'on avance. Oui, mais c'est juste pour recontextualiser pourquoi il y a 33 000 personnes dans les rues de France qui vivent au quotidien. On pourrait croire qu'effectivement, c'est simplement dû à la crise qui serait arrivée et qui aurait jeté des gens à la rue. En fait, il faut bien savoir que le droit de vivre dans la rue est très récent en France. Jusqu'en 1992, le vagabondage était interdit. Et donc, effectivement, il y a sûrement un problème de crise, etc. Mais c'est aussi parce que c'est autorisé. Donc, de ce fait, les gens qui sont dans la rue ne sont plus poursuivis par la police et la justice parce qu'ils sont dans la rue. Et donc, évidemment, les gens ne se cachent plus, comme avant, sortent. Et donc, on a un phénomène qui est beaucoup plus visible. Ensuite, par rapport aux femmes, alors j'ai travaillé, et c'est la première recherche que j'ai pu faire, dans le cadre du SAMU social de Paris, dans les camions qui maraudent pendant 2 ans. Donc j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes. Et alors j'ai un peu le sentiment inverse à vous, c'est qu'il y a une frange de la population féminine qui est au contraire plus difficile d'accès, plus sauvage entre guillemets, parce que c'est aussi un moyen de se défendre.
C'est-à-dire qu'une femme à la rue, c'est une proie, parfois une proie sexuelle. Et pour se défendre, elles mettent en place parfois de la saleté dans leur hygiène, parfois de la folie, parfois de l'agressivité. Et ça tient tout le monde à distance. Et du coup, elles sont peut-être plus protégées comme cela. Les systèmes de défense. Est-ce que ces femmes viennent facilement vers les circuits de solidarité? Dans un premier temps, non, mais ça c'est comme tout le monde. Il faut les connaître. Alors, il faut les connaître, et puis c'est dans la désescalade des gens, aller dans une association ou aller voir un travailleur social ou forcer la porte de la Fondation Abbé Pierre, d'Emmaüs, du Secours catholique par exemple, ils ont toujours pensé que c'était pour des plus exclus qu'eux, pour des plus pauvres qu'eux, et donc faire cette démarche-là, la première démarche est très difficile, comme les premiers qui vont au Resto du Cœur. Ils pensent toujours que eux c'est difficile, mais ils pensent qu'il y a encore plus difficile et qui mérite encore, entre guillemets, encore mieux d'être soutenu. Et une fois que cette démarche est faite, effectivement, le souci d'essayer de se protéger est important, mais le souci aussi d'établir des relations, parce que la rue, c'est très dur, et je pense que on l'exprimera encore mieux tout à l'heure. C'est aussi, contrairement aux images d'Épinal, où il y aurait des groupes, où il y aurait de la solidarité entre eux, en réalité c'est un monde très très dur, très isolé. Il y a une exception avec le couple que nous avons vu. Autrement, ils sont extrêmement isolés, et donc retrouver dans une structure, en même temps ils hésitent beaucoup, d'ailleurs, parce que justement, si c'est trop collectif, ça angoisse, etc. Et en même temps, c'est un lien social où ils peuvent rediscuter, prendre un petit déjeuner et discuter avec les travailleurs sociaux ou les bénévoles qui contribuent à cet accueil. Donc, et ça, c'est important pour chacun. Katia? Oui, et je vais rebondir justement sur ce que vous disiez. Les femmes sont très, très isolées. C'est-à-dire que vivre à la rue, c'est extrêmement compliqué. Quand on est une femme, encore plus. On est extrêmement méfiante. Comme le disait tout à l'heure Stéphane Rulac, certaines, moi je l'ai vu lors de maraudes avec la protection civile, se font une carapace d'ordures, de déchets pour être sûr qu'on ne vienne pas les voir, parce que c'est aussi être une proie sexuelle. Et quand elles sont seules à la rue, en général, elles font en sorte d'être très loin de tous ceux qui peuvent les entourer, qui sont dans la même situation, parce que le contact c'est compliqué, parce qu'en général ce sont des hommes majoritairement, et que du coup elles ressentent un certain danger. Donc exactement, la solitude est extrême, vraiment, quand on est une femme. Et ce qui est étonnant, c'est que les femmes comme les hommes sont aussi nombreuses à refuser d'aller dans les centres d'hébergement. Je voudrais qu'on réécoute Christine nous en parler. Même par grand froid, Christine, comme un sans-abri sur 10, préfère rester encore dehors. Elle garde un très mauvais souvenir d'un centre d'hébergement. Je suis arrivée, j'ai entrevu une salle bondée. Et j'avais eu par exemple une dame ici, ses pieds, puis on m'a donné une place ici, j'ai dormi comme ça avec lui. Et je n'ai plus rien su, tu vois, je n'ai plus rien su. Et le lendemain, bah, ma seule inquiétude, prendre mes affaires et partir. Je me convainc toujours finalement, le soir, je suis en paix, il n'y a personne, je respire bien l'air, je vois loin, je suis seule. Pour dormir, moi, c'est ce dont j'ai besoin, tu sais. Et on accueille sur ce plateau Colette Chauvin. Bonsoir Colette, merci d'être venue nous voir. On vous a suivi avec votre compagnon Frédéric dans le documentaire. Comment vous allez? Bah bien, enfin, moi, je garde le moral. Disons que je l'ai toujours eu parce que, bon, on est obligé de toute façon. Si on ne veut pas sombrer, on est obligé de le garder, d'espérer. Bah, actuellement, je vis dans un hôtel parce que, bon, pour les couples, c'est très compliqué quand on est à la rue. Ces centres d'hébergement là dont on parle, vous avez connu ça vous ou pas? Oui, enfin j'en ai connu, puis on les a évités parce que bon, déjà pour les couples en général on essaie de nous séparer et bon, pour nous c'était pas possible parce que c'est... Pourquoi on sépare les couples dans les centres d'hébergement? Ouais, l'accueil des personnes exclues, comme très majoritairement ce sont des personnes isolées, il a été conçu comme ça, et avec des hommes d'un côté, avec les femmes de l'autre. Progressivement, il y a quand même eu des progrès qui ont été faits, c'est-à-dire y compris l'image du centre d'hébergement dont nous parle Madame.
Il doit en rester quelques-uns, bien évidemment, malheureusement, mais il y a eu beaucoup de progrès. C'est-à-dire, on est passé des dortoirs de 80 places à des chambres de 2, 3, des fois des chambres individuelles, on commence à en trouver. Mais là où j'allais dire, vous avez raison, c'est que un centre d'hébergement, c'est fait pour dépanner. Et donc, normalement, quand un couple est constitué, la solution, c'est un logement, c'est un appartement, c'est une vraie place. Sinon, si on considère que l'hébergement, c'est un palliatif au logement, ça peut pas marcher. Il faut se battre pour que le logement, ce qui soit réservé aux familles, aux couples, et que l'hébergement ne doit être que transitoire, le temps d'une difficulté majeure. Mais on doit toujours viser à ce que derrière, surtout ceux qui le souhaitent, comme madame par exemple, on envisage un vrai logement, un vrai appartement. Juste revenir, Colette, vous avez passé, si je ne me trompe pas, 30 ans dans la rue. Oui. Vous êtes partie de chez vous à 18 ans. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous en sortir, vous êtes en formation. Oui, alors, disons que, bon, oui, j'ai eu des problèmes familiaux, donc je suis arrivée à la rue. Alors, bon, au début, on l'a subi, cette rue, forcément, on n'y est pas préparé. Vous saviez, en partant, que c'était la rue qui vous attendait ? Non, parce que disons que quand j'étais jeune, du temps que j'étais chez mes parents, j'avais fait quelques saisons, j'avais travaillé tout en continuant mes études, donc j'avais un petit peu d'économie que ma mère gérait, tout ça, et quand je suis partie avec, bien évidemment. Mais voilà, dans ma jeunesse, j'étais tellement privée de liberté, en fait, que quand je suis arrivée à Paris, pour moi, c'était une découverte. Donc forcément, cette liberté, je l'ai prise sans m'attendre à ce qui allait me tomber dessus derrière. Donc, alors forcément, je me suis retrouvée à la rue. Vous avez l'impression de vivre Oui, complètement. Oui, parce que c'était très difficile voilà, avant. J'ai eu cette liberté dont j'avais été privée et qui fait que, bon, voilà. Mais vous avez profité du moment. J'ai profité de la vie. Sans penser à après. Sans penser à après, bien sûr, parce que bon, moi j'arrive d'un petit village, on ne pense pas de la même façon que dans une grande ville comme Paris. Donc, je me suis retrouvée à la rue, ça a été dur, donc forcément, j'ai dormi à droite à gauche, à l'époque, dans les parcs, dans des parkings, des choses comme ça. On entend Maria Fernanda à un moment dans le documentaire qui dit, sans dire, parce qu'elle n'y arrive pas ou elle n'en a pas tout à fait les capacités, qu'elle a été violée 2 fois. Oui. Ce danger sexuel de prédateur sexuel. Ça m'est arrivé une fois, on m'a mis un couteau sur la gorge. Bon, j'étais jeune, je lui ai dit, bah vas-y, tue-moi. Alors, il n'a pas été assez fou pour le faire. Mais alors, voilà, après, forcément, je me suis préservée parce que comme j'avais fait du basket, j'étais un petit peu large d'épaule. Un jour, on m'a dit, mais tu fais du karaté ou quoi? J'ai dit, bah oui. Même si c'était pas vrai, mais ça a été ma façon de me protéger par rapport aux autres. Parce que dans la rue, forcément, ça s'est un petit peu propagé dans les gens que je fréquentais. Et j'ai eu un petit peu cette tranquillité où on m'a plus. Et puis vous avez rencontré Frédéric, votre compagnon. Voilà, j'ai rencontré Frédéric et donc c'est ça qui vous a fait tenir quelque part, parce qu'on voit que la frontière, elle est très difficile, parce qu'on voit ces femmes qui se mettent à parler toutes seules, qui chantent pour se rassurer, etc. Oui. Vous, ça vous a permis d'être deux, de ne pas assombrer? Tout à fait, complètement, parce que sinon c'est très facile de tomber dans l'alcool. Hein. Moi-même, j'ai bu. Bon. Vous dites d'ailleurs, il ne faut pas condamner les gens qui boivent et qui sont seuls parce qu'on ne tient pas. Voilà, c'est très facile. Vous savez, vous êtes en petit groupe, vous avez une bouteille qui passe, vous dites non, vous en avez une deuxième, et à la 5 ou 6e, vous dites pourquoi pas un petit coup, quoi. Parce qu'après, il y a un décalage justement par rapport aux gens que vous fréquentez. Vous n'êtes plus dans le même monde. Alors c'est vrai que cette rencontre a fait que on a pu s'entraider et qu'on a quitté Paris. On a pris nos quelques affaires et on a quitté Paris et pour sortir des mauvaises fréquentations aussi, parce qu'on est forcément on est attiré vers ça. Vous avez dit c'est la ville qui c'est une qui concentre de mauvaises. Et finalement... tout à fait. Alors bon, finalement on s'est retrouvé dans le sud de la France. On a eu l'occasion de faire la saison des fruits et légumes, et petit à petit comme ça. Après on a craché le feu. Après on a fait des objets en bois, des petits avions, parce qu'on faisait ça aussi à l'époque. On a fait des bijoux et c'était une façon de donner le change, c'est-à-dire on est en difficulté. Parce que le regard n'est pas le même avec les gens. Quand vous faites quelque chose, vous avez beaucoup plus de respect par rapport aux gens. Déjà, ils s'arrêtent plus volontiers pour discuter. Que quand vous êtes dans la rue, bien souvent, vous allez passer devant quelqu'un qui fait la manche sans même le regarder, sans même s'arrêter. Et là, c'est quand même différent, même si on vous achète rien, mais
les gens vont s'arrêter. Ah, mais c'est bien ce que vous faites. Au moins, vous faites quelque chose. Et ça, c'est quelque part socialement par cette activité-là. Oui, je voudrais qu'on revienne sur le problème des centres d'hébergement. Stéphane Roullac, vous avez travaillé 2 ans au SAMU social. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Urgence de la misère, qui vous a valu de partir du SAMU social. Pourquoi? Alors là, vous allez réactiver une fâcheuse... Non, mais je vous pose la question parce que c'est assez étonnant. Alors, c'était donc au SAMU social de Paris, qui a été la première structure relevant de l'urgence sociale en France, hein, après justement la fin des 2 délits de vagabondage et de mendicité. 10 personnes dans l'hiver 93 sont mortes dans les rues de France. Donc, il y a eu une réaction pour pallier à ce nouveau besoin. Et c'est l'urgence sociale qui est née avec les maraudes, les camions, les centres d'hébergement d'urgence. Il y a eu un fort émoi derrière les 10 personnes mortes à la rue. Il y a aujourd'hui 300 personnes qui meurent chaque année dans les rues de France encore. Donc le problème n'est absolument pas réglé. Il y a eu une forte personnalité, Dr Emmanuel, avec un projet extrêmement fort. Et j'ai fait ma première recherche dans ce contexte-là. J'ai fait un travail scientifique en questionnant, en prenant de la distance avec certaines vérités qui étaient dites, mais qui n'étaient pas vraiment des vérités. Voilà, donc ça m'a valu à un moment donné que mon contrat s'arrête. Ouais. Et ça m'a permis aussi d'aller voir ailleurs et de continuer finalement à questionner les choses. Vous avez quitté la structure associative. Exactement. Et ensuite, j'ai fait une seconde recherche dans les rues de Paris pour justement questionner les stratégies de vie des sans-abri. Est-ce que, donc, c'est ce que vous commenciez à dire, Patrick Doutreling, ils ont évolué, ces centres d'hébergement, il y a eu des changements. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les structures qui peuvent accueillir les personnes en difficulté? Alors c'est en phase d'évolution parce que ce qui surprenait tout le monde, c'est que même par grand froid, il y a des gens qui refusaient dans les maraudes d'aller dans les structures. Et donc on se dit, c'est étonnant, je veux dire, on leur tend la main, on leur propose un hébergement, ils refusent. Et donc en discutant beaucoup avec eux, on a très vite compris, c'est-à-dire qu'il faut aller visiter, où il y a encore 2-3 centres à Paris par exemple, où il y a à la boulangerie, il y a une chambre de 160 personnes, et l'autre elle doit être de 140 ou de 150. Mais vous n'iriez pas, vous faudrait vraiment être au bout du rouleau pour aller dans une structure. Vous vous rendez compte, 160 personnes qui vivent dans la rue, d'un seul coup on les met dans une chambre, il y a une dizaine de douches qui peuvent partager, donc ils pourraient même pas, si les 160 prennent la douche, ils passent une nuit ensemble, le lendemain matin, c'est exécrable, je veux dire. Bon, et donc il y a eu beaucoup d'efforts, et il y a eu tellement de critiques que les pouvoirs publics et la ville de Paris l'a entamé assez rapidement, une amélioration, ce qu'on a appelé une humanisation. Oui, je crois que c'est tout le sens de la politique qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on en a beaucoup débattu au Sénat lorsqu'on a débattu du fameux projet de loi logement. Il y a un chapitre hébergement important et je crois qu'il y a une idée importante, c'est celle du parcours, c'est-à-dire de mettre en place des dispositifs qui partent depuis, qui accueillent déjà les gens qui sont au départ à la rue, mais qui leur proposent des... alors, il peut y avoir des hébergements d'urgence quelques jours, bien sûr, parce qu'on est mieux hébergé que dans la neige, dans la boue. Parce qu'il y a plusieurs types de structures. Mais ensuite, il faut proposer, voilà, vous avez ce qui s'appelle le droit à l'hébergement opposable, avant le droit au logement opposable. Et donc, ça suppose qu'on construise en France des appartements, si vous voulez, transitoires, dans lesquels les gens, au départ, sont logés. Il y a le dispositif qu'on appelle des baux glissants, avec un loyer qui est garanti, et en même temps avec un accompagnement de ces personnes de toute une série de réseaux, que ce soit pour leur permettre de retrouver une formation, petit à petit une activité, un emploi, régler les problèmes de santé, etc. Et peu à peu arriver à un logement durable. Et tout le projet de loi qui est en débat en ce moment au Parlement, on l'a déjà adopté au Sénat en l'améliorant un peu, mais il doit revenir en débat au mois de janvier, et il est actuellement à l'Assemblée nationale, c'est celui-là, de proposer un parcours. C'est-à-dire que les centres d'hébergement, c'était une ancienne conception, hein, en fait, où on mettait les gens là et on voit bien que ça convient pas. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un parcours pour tout le monde. Pour résumer, il y a les centres d'hébergement d'urgence, les centres de stabilisation, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, mais qui n'accueillent pas forcément tout le monde.
En fait, historiquement, le projet de loi propose justement de coordonner tout ça. Mais on va y revenir avec l'intermédiation locative. Voilà. Et il y a des structures qui ont été supprimées pour qu'on arrête le cloisonnement. J'ai bien compris. Et qu'on gère le problème globalement. Mais aujourd'hui... Le problème, c'est qu'il y a effectivement ces trois types d'hébergements qui sont construits progressivement. Mais le risque de ce parcours, c'est que ce soit un parcours obligé. C'est-à-dire qu'il démarre dans le centre d'hébergement d'urgence, la stabilisation et le CHRS. C'est-à-dire que les gens qui ne voudraient pas aller au centre d'urgence n'auraient pas alors accès au centre de stabilisation ni au CHRS. Donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup questionné, c'est d'aller chercher une logique qui est venue des États-Unis, qu'on appelle le logement d'abord, le housing first. Oui. C'est de pouvoir autoriser les gens à rentrer où ils veulent dans ce parcours de l'hébergement et ne pas être obligés de faire tout ce rite initiatique qui démarre dans des grands dortoirs et qui se termine dans un CHRS, dans ce qui ressemble le plus à un logement. Dans mon idée, il ne faut pas s'arrêter au CHRS, justement. On va jusqu'au logement durable. Je précise que le CHRS, c'est le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Mais toute la question du logement d'abord aujourd'hui, c'est de pouvoir autoriser quelqu'un qui n'a pas eu, par exemple, un parcours dans l'hébergement, de directement être pris en charge dans un logement. C'est quelque chose qui est testé aujourd'hui, qui est en question. Il y a des recherches qui sont étudiées, notamment à Paris et à Marseille. On en attend les résultats. Oui, il y a en effet des expériences menées par des associations avec le soutien des pouvoirs publics. C'est des logements dans lesquels, par exemple, des gens de la rue à qui on offre ça aux gens de la rue. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant parce que les personnes sont en même temps suivies. Alors, parlons de l'intermédiation locative. C'est un système qui est en développement en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe ? C'est un système qui est un peu venu, qui existait déjà depuis la loi Besson, donc depuis 90, qui a beaucoup été utilisé par les Anglais quand ils se sont aperçus à un moment donné qu'ils payaient très cher des bed and breakfast. La réquisition d'hôtels, ça coûte très cher. Oui, en gros. Les chambres d'hôtel coûtent très cher. Et en France, ça coûte encore très cher. Ça nous coûte sûr. plus d'1 million d'euros par jour. Sur les pouvoirs publics mettent pour payer de l'hôtel. Et donc, plutôt que de donner cet argent qui sert en plus à des hôteliers qui sont loin d'être les plus honnêtes Vous connaissez ça, Colette, hein. Et en bon état, on a effectivement développé des systèmes alternatifs, y compris donc expliquez-moi le principe de l'intermédiation. Alors l'intermédiation, ça veut dire que vous avez un propriétaire et au lieu d'avoir le contact direct avec le locataire qu'il ne connaît pas, dont il se méfie, etc. Le propriétaire le loue à une association et c'est l'association qui gère le logement, qui gère les relations, qui récupère le loyer, etc. Et donc c'est une garantie pour le bailleur, voilà. Et puis c'est aussi ça prévient des exclusions. Bien sûr, il y a de l'accompagnement, et donc ça permet d'avoir développé dans le secteur privé qui au départ est un peu réticent à accueillir des gens en difficulté, de les rassurer et au niveau financier et au niveau accompagnement social de ces personnes. Je voudrais juste que Colette réagisse. Oui, parce que quand on vous fait payer, par exemple, comme moi à l'heure actuelle, je paye un loyer de 800 € par mois et dans un hébergement que je souhaite à personne, je ne comprends pas qu'on ne peut pas me faire confiance si on ne me propose pas un loyer à 500 ou 550 €. L'intermédiation locative conviendrait très bien dans le cas de Colette. Je n'ai jamais eu de problème, on ne m'a jamais aidé à payer mon loyer, donc je ne vois pas le problème. Il faut certainement qu'on développe ce type de pratique, parce que c'est bien à la fois pour les propriétaires, c'est une sécurité pour les propriétaires, et c'est bien aussi pour les personnes qui ne sont pas toutes seules, parce que qui vont être entourées d'un réseau qui peut les aider, quoi. Oui, parce que ça paraît totalement incompréhensible, parce que là, 800 € par mois, c'est le prix d'un loyer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle français de l'accompagnement à l'hébergement, c'est vraiment construit sur ces trois phases que la personne aujourd'hui est quasiment obligée de suivre. Donc si, par exemple, madame refuse d'aller dans un centre d'hébergement d'urgence, il est très probable qu'elle ne soit pas introduite dans une logique qui, à un moment donné, lui permette d'accéder,
par exemple, au logement à bail glissant. Parce qu'elle n'est pas socialisée dans le travail social. De ce fait, on ne lui propose pas ce dont elle a besoin. Et c'est pour ça que tous les accès directs au logement aujourd'hui sont à développer. Vous devez passer par le 115 avant de... Mais bon, le 115, voilà, c'est lui dans un dortoir, moi dans un autre. Et ce n'est pas concevable. Voilà. Pour nous, ce n'est pas concevable. Je pense que c'est toutes ces expériences innovantes qu'il faut absolument renforcer. Enfin, c'est le sens des amendements que nous avons fait dans le projet de loi. Il y a également d'autres initiatives portées par des associations ou par quelquefois des communes qui peuvent être encouragées, y compris pour certaines populations, l'encouragement à l'autoconstruction ou à l'auto-réhabilitation. Moi, j'ai vu ça dans des communes de Seine-Saint-Denis. On propose aux gens, en donnant les moyens, évidemment. Il faut leur donner un travail aussi avant. Oui, non, mais le travail, c'est soit de participer à la réhabilitation du logement, si elle est en mauvais état, soit même d'en construire. C'est tout à fait envisageable. Mais là encore, il faut des réseaux, il faut une volonté des pouvoirs publics. Je pense qu'elle existe aujourd'hui, et des réseaux et des associations qui entourent tout ça. Et à vrai dire, et j'espère que le film va contribuer à ça, il faut un sursaut de toute la société. Et justement, parce qu'on se demande si le problème de fond aussi, ce n'est pas le regard de la société qui finalement ne change pas. Je voudrais qu'on réécoute Maria Fernanda. Quand on vit dans la rue, les personnes ils vous prennent, ils croient que vous êtes moins que rien. Les personnes qui vous voient dans la rue, ils croient que vous n'avez pas fait des études, ils croient que vous n'avez pas que vous n'avez jamais eu une famille, ils croient que vous êtes laissé pour compte, ils croient que vous testez ci, ils croient que celui-là. Est-ce qu'il y a des gestes que les gens ont pour vous pour essayer de vous aider qui vous dérangent? Oui, c'est la chose que ça me met un peu mal à l'aise. C'est par exemple quand on me donne de l'argent. Moi, j'aurais préféré un travail. Eh oui. Oui, c'est difficile parce qu'il y en a d'autres qui auraient été très contents d'avoir de l'argent. Donc chacun a sa propre dignité, ses propres images. Ça en dit quand images. même long sur l'état d'esprit de beaucoup de personnes qui sont dans la rue, évidemment, qui préféreraient travailler et vivre de l'argent de leur travail. Surtout quand elles ont connu ça auparavant. Ça c'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui voient les personnes à la rue, au début où on a vu des gens à la rue, il y a eu une forme de regard, de plus ou moins... Alors, selon les uns, ou sympathique, ou au contraire culpabilisant, en disant il y a du boulot, pourquoi ils se lèvent pas de bonne heure, etc. Enfin, je vous rappelle des débats des fois politiques, il y a que ceux qui se lèvent de bonne heure qui ont du travail, et dont on a compris que c'était pour faire bouger les gens, mais qui était très culpabilisant et très déstabilisant pour les gens qui étaient tout en bas, qui étaient en difficulté. Là, une des difficultés aussi, c'est qu'aujourd'hui les gens se sentent fragiles. Et voir des encore plus fragiles, des gens encore plus de difficultés, est quelque chose qui est très perturbant. Exactement. Et quand vous entendez que le dernier sondage dit 58% des gens craignent de basculer à la rue, c'est pas possible. Statistiquement, potentiellement, il faut vraiment avoir des circonstances particulières. Ils ont de la famille, ils ont des amis, ils ont des revenus, etc. Mais ça veut dire que c'est une angoisse qui monte et qui a monté pendant toutes les années 2000 et depuis 2008 avec la crise, et qui fait que changer le regard avec les gens. Et là, on a deux types de regards. On a le regard de gens qui voudraient les aider, qui voudraient faire quelque chose, et on a le regard, et actuellement c'est ça qui est inquiétant, de gens qui disent c'est parce qu'ils ne bossent pas, c'est parce qu'ils ne bougent pas, c'est des assistés, etc. Colette. C'est ça, va travailler feignant. Voilà. On vous l'avez entendu, ça? Oui, c'est récurrent. C'est récurrent, mais bon, il faut comprendre une chose, c'est que quand on est à la rue comme ça, je suis d'accord avec elle, le travail est important, mais quand vous êtes à la rue comme ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le toit, parce que quand vous êtes à la rue, vous ne vous couchez pas à 8h ou 9h du soir, vous attendez que la ville s'endort, donc c'est 1h, 2h du matin, quand le dernier métro est parti, parce que vous savez que vous aurez un minimum de tranquillité, qu'il n'y aura pas trop de passages. Donc si c'est pour se lever à 5-6 heures le matin, sans pouvoir déjeuner, sans pouvoir prendre une douche pour aller au travail, c'est pas possible. Vous allez le faire une journée, mais la deuxième, vous ne pourrez pas vous présenter au travail comme ça sans pouvoir se changer. Parce que maintenant, le problème qui se pose aussi, qu'on n'avait pas à l'époque, c'est au niveau des vestiaires pour avoir des vêtements. Maintenant, à l'époque, on en trouvait très facilement. Maintenant, non. C'est-à-dire ? Maintenant, c'est une fois par trimestre. Il faut un papier de l'assistante sociale. C'est pas dans n'importe quel endroit. C'est spécifique à tel arrondissement. C'est la croix et la bannière. On peut pas, nous, s'acheter de vêtements. C'est pas possible. Donc, ce qui fait que c'est limité. Qu'à l'époque, on pouvait aller dans n'importe quelle Croix-Rouge. Non, non.
il faut un rendez-vous, tel jour vous venez, à telle heure, et on vous recevra. Et c'est de telle heure à telle heure. En général, c'est l'après-midi, c'est pas toute la journée. Et qu'à l'époque, comme ça, il y a aussi des circuits qui sont encore ouverts, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire aussi, des permanences. Écoutez, nous, on a demandé à notre assistante sociale de nous donner des adresses. Écoutez, elle a été incapable. Je pense que mais vous soulevez un vrai problème, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux, qui sont souvent des gens de bonne volonté, etc., ils ne connaissent pas le monde de la rue. Ils sont juste la catégorie au-dessus des gens qui ont des difficultés et sur lesquels ils peuvent apporter des secours, mais ils ne connaissent pas ce type de public, et ils ne connaissent même pas les circuits associatifs. Moi, je peux vous dire au moins 20 adresses aujourd'hui où vous pouvez vous nourrir gratuitement, vous loger gratuitement, parce que des associations caritatives ou des centres sociaux, parce qu'à Paris, il y a de la restauration chaude en plus, ce qui est quand même plus intelligent que de donner simplement un sandwich au cul d'un camion. Et ben ça, c'est possible. À Paris, aujourd'hui, ça existe, que ce soit associatif ou municipal. On se rend compte, et je vous donne la parole tout de suite, qu'il y a un vrai problème d'information. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans la rue, qui se retrouve dans cette situation qui est déjà un traumatisme terrible, ne sait pas où aller. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à qui s'adresser, il ne sait pas où il peut trouver un refuge. Donc, à qui ces personnes-là doivent s'adresser en premier lieu? Ce qui se passe, c'est que d'une part, elles sont dans la solitude, complètement isolées, et que d'autre part, l'ensemble des acteurs, que ce soit les réseaux de solidarité, les réseaux humanitaires, les associations, que ce soit les services dans les communes ou dans les préfectures ou ailleurs, étaient jusqu'à maintenant très peu coordonnés. Donc, normalement, la loi qui doit être adoptée là renforce cette coordination au niveau d'un département. Il doit y avoir normalement maintenant une seule structure qui pourra coordonner, mais vous avez raison, il y a un problème d'accès à l'information, mais c'est vrai dans tous les domaines. Moi, je l'ai vu dans le domaine des droits élémentaires, droit au RSA, par exemple, droit à la santé, droit à la CMU complémentaire. Vous avez beaucoup de nos concitoyens, et pas seulement ceux qui sont dans la rue, mais ceux qui sont à la rue encore bien plus, qui n'ont aucune, qui ne connaissent pas. Cette structure de coordination existe depuis 2010. Elle s'appelle le SIAO. Oui, mais elle est très peu, elle est faible aujourd'hui. Beaucoup le disent. Ah oui, mais je travaille beaucoup avec ces structures-là. Il y en a une dans chaque département. Le SIAO, c'est ce qui gère les attributions. C'est le service intégré d'accompagnement et d'orientation. Toutes les demandes aujourd'hui des centres d'hébergement passe par ce service-là. Voilà. Simplement, c'est une nouvelle structure qui cherche sa façon de travailler. Chaque structure, historiquement, a été normalement seule pour choisir et pour sortir ses hébergés. Aujourd'hui, le SIAO, voilà, ça reposait sur une connaissance d'un secteur dans lequel on était proche et on allait taper à la porte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a cette structure qui est bureaucratique et qui gère l'ensemble, et ça change complètement la donne. Et du coup, c'est vrai qu'il faut être socialisé soi-même par rapport à un travailleur social qui fait le lien avec le SIAO. Mais juste un chiffre, et après j'arrêterai là. Aujourd'hui, le SIAO oriente des gens tous les jours. 50% d'orientation sont des échecs. Donc c'est vraiment un service qui cherche ses marques. Pourquoi c'est des échecs? Justement, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut pas qu'on sépare. Je reviens à cette idée de parcours, non pas de parcours obligatoire, mais en tout cas, il doit y avoir des entrées multiples, je suis d'accord avec vous, mais l'idée qu'on pense les choses jusqu'au logement durable. Ces personnes-là, elles ne sont pas condamnées à vivre toute leur vie demandant des centres d'hébergement plus ou moins bien. C'est pas bon, ça. Oui, et les SIAO, il y en a beaucoup qui ont peu de pouvoir, en fait. Le problème, c'est l'accès à l'emploi derrière. Parce que qu'on nous trouve des structures, c'est très bien, mais quand on sait à l'heure actuelle que ne serait-ce que pour avoir une formation, il n'y en a que 12% qui sont réservés aux chômeurs, 23% aux jeunes de moins de 25 ans et 65% aux gens qui ont déjà un travail, les chiffres ne vont pas. Il faut les rééquilibrer. Et c'est la crise qui est terrible. Oui, mais bon, je veux bien comprendre que c'est les entreprises qui payent une grande partie de ces formations, mais quand même, 12% au nombre de chômeurs que nous sommes actuellement, 12%, c'est rien du tout. Et d'autant plus que quand vous êtes fragilisé comme nous, pour y avoir accès, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et puis, on n'a plus beaucoup de temps, mais on vous voit vous mettre très en colère à un moment du documentaire parce qu'on veut vous réduire votre RSA à cause de la vente de vos petits avions dans la rue. Oui. C'est vrai que vous dites, on a l'impression que maintenant on fait des économies sur les pauvres. C'est un peu la réalité. Aline Archambault. On a des phénomènes de ce qu'on appelle de seuil dramatique. Il suffit que la personne ait fait un effort pour travailler un peu, un CDD tout petit ou une activité, donc elle s'est donné du mal. Alors elle dépasse
juste le plafond et on lui supprime tout revenu. Oui. Il faut... Mais le problème, là, c'est que ce qui est injuste, surtout, c'est que j'avais pas le choix. C'était avant d'avoir les APL. Alors, je devais payer, parce qu'à l'époque, on a fait baisser le loyer parce qu'on a eu un plafond qui s'est écroulé sur la tête. Donc, à l'époque, on payait quand même 950 €. Donc, on n'avait que 725 de RSA socle sans les APL. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, quand vous trouvez un hôtel, vous n'avez plus 725 €, vous en avez plus que 620. Pourquoi? Déjà, parce qu'on a un toit sur la tête, alors qu'en étant en couple, déjà, on compte pour 1,5, on ne compte plus que pour 2 personnes. Déjà, c'est injuste. Enfin, bref. Mais comme je payais un loyer de 950 €, il fallait bien que je justifie de la façon dont je les payais. Donc, il faut agir. Il faut agir. Oui. Colette Chauvin, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite tous beaucoup de belles choses pour les mois qui viennent. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, vous retrouvez Benoît Duquesne et ses invités qui débattront sur la question des déchets nucléaires. Quant à moi, je vous retrouve en janvier avec un documentaire sur la liberté d'expression sur Internet. À très vite sur Public Sénat. Bye.